Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h31 et donc j'ai le très grand plaisir de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à cet atelier organisé par le Centre de recherche en santé publique, le CRESP, en collaboration avec le Centre de recherche en éthique dont je suis la co-directrice. Et donc, nous avons le grand plaisir de pouvoir accueillir Muriel Meixing aujourd'hui, qui est donc chercheuse au Centre de recherche en santé publique, mais également professeure adjointe donc en santé mondiale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir avoir recruté donc Muriel parmi les nouveaux profs de l'Université de Montréal. Et donc, merci de fermer vos caméras et vos micros pendant la durée de la présentation de Muriel. Donc, elle nous présentera ses recherches en cours et j'aurai l'occasion, à titre donc de commentatrice, de lui poser quelques questions à la fin de sa présentation, mais rassurez-vous, il y aura une période d'échange avec le public que j'aurai aussi le plaisir d'animer. Et donc, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à inscrire vos questions, de même peut-être aussi à lever votre main là, sur écran et on vous identifiera et on débloquera le micro pour que vous puissiez donc participer à l'échange au moment opportun. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Muriel qui va nous présenter donc ses recherches fascinantes en éthique, en santé publique. Merci beaucoup, Rioa. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Vous allez me dire si c'est bien visible. C'est très visible, merci. C'est très visible. OK, super. Je vais juste déplacer quelques euh, trucs. Voilà. Donc, merci beaucoup à Rioa et merci à vous de vous joindre à nous pour cette conférence ce midi sur l'équité en santé, le handicap et les déterminants structurels de santé dans un contexte d'injustice épistémique et climatique. Je remercie également le CRESP, les partenaires et Patricia da Silva d'avoir organisé cette belle conférence. Je ne vais pas me représenter, Rioa l'a très bien fait et donc j'ai ce grand privilège d'être accompagnée par elle ce midi. Et en primeur, je voudrais partager avec vous le nouveau logo en haut à droite de mon laboratoire nommé Solidarité Global Health, qui a été co-créé avec mes étudiants et aussi les assistants de recherche. Alors tout d'abord, je voudrais souligner que nous sommes sur les terres traditionnelles non cédées des Kanien'kehá:ka qui ont longtemps servi de lieu de réunion et d'échange entre les nations. Je vous invite aussi à y réfléchir où que vous soyez, puisque nous sommes à distance aujourd'hui. Alors, avant de parler du pourquoi je m'intéresse aux injustices épistémiques et climatiques et que la santé publique mondiale est à la croisée des chemins, je voulais revenir rapidement sur mon parcours et ma positionnalité qui ont façonné ce type de questions des années plus tard. Mais avant d'aller plus loin, définissons d'abord les injustices épistémiques. Selon Amandine Catala, qui est professeure à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique, une personne qui subit une injustice épistémique, elle est celle dont qui n'est pas crue adéquatement ou comprise parce qu'elle appartient à un groupe social non dominant, par exemple les femmes, les minorités sexuelles, les personnes autochtones, racisées ou en situation de handicap. Donc, en d'autres termes, leurs connaissances et leurs savoirs ne sont pas prises au sérieux, voire ni prises en compte, ou tout simplement écartées des discours dominants et des processus de génération des connaissances, notamment en recherche. Alors maintenant, d'où je viens et pourquoi je m'intéresse à ce qui m'apporte en matière de recherche axée sur l'équité. Alors, je suis native de Madagascar, d'origine chinoise. Enfant, ma famille et moi avons émigré ici au Canada, au Canada. Et après une formation euh, en sciences infirmières à l'université McGill et une maîtrise aussi, j'ai fait un parcours initial en tant que clinicienne
dans le secteur hospitalier et communautaire à Montréal. J'ai travaillé par la suite pendant 15 ans comme responsable de programme, chargée de projet ou conseillère technique en développement international dans des projets en santé communautaire, santé sexuelle et reproductive, VIH-Sida et des projets de protection contre les violences basées sur le genre, l'âge et le handicap. C'est vraiment mon travail en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne et en France, aux côtés de femmes et d'hommes en situation de divers handicaps et aux côtés aussi d'organisations œuvrant à la promotion de leurs droits fondamentaux et à la santé, que j'ai découvert la non-priorisation très sévère et leur exclusion systématique des politiques nationales, non seulement en santé, mais aussi dans différents secteurs d'activité. Et quand je rencontrais les ministères de la Santé, les structures onusiennes ou les grandes organisations internationales, j'étais constamment confrontée au même leitmotiv. Où sont les preuves pour justifier l'inclusion et la priorisation, me disait-on, des personnes en situation de handicap dans les politiques, les programmes et les budgets? C'est ainsi que j'ai décidé de démissionner d'un poste permanent au siège d'une grande organisation internationale pour générer justement ces données probantes, même si les données et les histoires des personnes en situation de handicap existaient dans les communautés, mais elles demeuraient non comptabilisées ni analysées. Je me suis donc lancée en septembre 2015 pour mener des études doctorales à l'ESPOM sur les relations entre la législation, les politiques de santé, l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap dans un contexte de post-conflit au nord de l'Ouganda. Les résultats, non seulement ont montré une multitude de données probantes sous-exploitées, mais que la discrimination, que les personnes en situation de handicap faisaient face à des inéquités sociales de santé sexuelle et reproductive multiples et des discriminations intersectionnelles concomitantes, notamment le capacitisme genré. Le capacitisme étant ce pouvoir et cette structure de pouvoir et d'oppression qui marginalise de façon systématique les personnes en situation de handicap vis-à-vis les personnes dites valides et non handicapées. Survient ensuite la pandémie de la COVID-19 qui a complètement chaviré nos vies partout sur la planète et tous les systèmes de santé sociaux et économiques. Et donc, j'ai poursuivi une formation postdoctorale à la Dalla Lana School of Public Health de l'Université de Toronto pour investiguer davantage sur l'impact de la gouvernance mondiale de la santé relative à la COVID-19 et comment celle-ci redéfinit justement les priorités de recherche en santé des populations au Canada avec une analyse particulière sur les enjeux d'équité. Cette étude a montré que la gouvernance mondiale relative à la COVID-19 est complexe, voire chaotique, qui n'a pas su prévenir ni anticiper l'exacerbation des inéquités sociales de la santé, pourtant déjà très connues, surtout chez les populations qui vivaient des vulnérabilités intersectionnelles existantes. Et quand j'ai débuté à titre de professeure chercheuse en juillet 2023, mondialement, on vivait une polycrise sanitaire et d'inéquité socio-économique accentuée par des changements climatiques qui affectent simultanément plusieurs régions du monde. Alors encore une fois, des groupes en situation de vulnérabilité comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, les communautés autochtones, les personnes en situation de handicap étaient à nouveau touchés de façon disproportionnée. Un des projets pilotes que je viens d'entamer, financé par les IRSC, est d'examiner l'accès aux services de santé des personnes en situation de handicap et leurs animaux dans un contexte de changement climatique au nord de l'Ouganda et au Québec, dans une perspective comparative intersectionnelle et selon l'approche Une seule santé. Nous sommes en phase d'implémentation. Et donc, comme vous l'avez remarqué, un des groupes avec qui et pour qui je travaille en recherche est la population en situation de handicap, qui m'a beaucoup marqué durant les 7 années précédant mes études doctorales. Alors, dans le monde, une personne sur 6 vit avec une forme de handicap, qu'il soit physique, visuel, auditif, communicationnel, intellectuel ou mental. Pourtant, les remarque-t-on, où sont-elles, ces personnes en situation de handicap?
Concrètement, les personnes en situation de handicap représentent 16% de la population mondiale, soit 1,3 milliard de personnes. Au Canada, en 2022, c'est 27% de la population de 15 ans et plus qui vit avec une forme de handicap, qu'elle soit visible ou invisible, selon Statistique Canada. Environ 80% des personnes en situation de handicap vivent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ou dans les PRFI. Et jusqu'à présent, environ 182 pays, incluant le Canada, ont ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, reconnaissant donc leurs droits fondamentaux. Alors, bien que les personnes en situation de handicap constituent l'une des plus grandes minorités au monde, leurs droits humains continuent d'être bafoués. Par exemple, même d'exister, d'avoir des relations intimes, d'étudier, d'avoir accès à des services de santé, de voter ou même de s'amuser. Les personnes en situation de handicap subissent de multiples barrières et de discriminations capacitistes de tout type et leurs perspectives sont peu, voire pas recherchées du tout en santé publique mondiale, alors que notre mission est de contribuer à l'équité en santé et à l'amélioration du bien-être des populations, surtout des groupes de populations en situation de vulnérabilité et de marginalisation, donc pour une justice sociale plus effective. En d'autres termes, de discrimination et d'équité en santé. Alors ici, ce que je voulais vous dire, c'est que les personnes en situation de handicap font face à différents types d'inéquité d'accès à la santé et les données probantes sont très, très claires à cet effet. Elles sont 3 fois plus à risque de se voir refuser des soins, 4 fois plus à risque d'être maltraitées dans le système de santé. Elles sont 50% plus susceptibles de connaître des dépenses de santé catastrophiques et les personnes en situation de handicap sont 4 à 10 fois plus susceptibles de subir des violences. Sachant que les personnes en situation de handicap ne sont pas seulement handicapées, elles appartiennent aussi à un continuum de différentes identités sociales et qu'une perspective de vulnérabilité intersectionnelle est impérative si l'on est sérieux, vraiment, si l'on est sérieux de débusquer, c'est-à-dire de rendre visibles les enjeux d'iniquité sociale de santé et de les affronter de front. Il s'avère qu'en santé mondiale, nous sommes à la croisée des chemins, non seulement parce que les iniquités sociales de santé perdurent au sein des groupes de populations en situation de vulnérabilité, mais aussi au sein et à travers les pays, et ce malgré des progrès très importants en matière de découverte, par exemple, du vaccin ou des vaccins contre la COVID-19, d'immunisation infantile, par exemple, par le déploiement progressif d'un nouveau vaccin contre le paludisme, des progrès en termes de santé maternelle, d'accès aux traitements antiviraux contre le VIH-Sida ou encore en termes de régime préventif contre les maladies chroniques cardiovasculaires ou endocrines. Or, 2 grands enjeux de santé publique mondiale talonnent tenacement et de façon négative le droit à la santé des personnes en situation de handicap, soit la santé sexuelle et reproductive et les changements climatiques. Dans les prochaines diapositives, je vais m'y attarder un peu plus. Bien que des améliorations ont été enregistrées au fil des années, en particulier au cours de la période des objectifs du millénaire pour le développement de 2000 à 2015, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive constituent toujours un problème de santé publique mondiale majeur. La mortalité maternelle demeure élevée ou très élevée dans les pays en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La prévalence du VIH-Sida est des plus élevées en Afrique subsaharienne. Le mariage des enfants, surtout des filles, et les grossesses précoces chez les filles continuent dans certaines régions du monde, influençant leur plein potentiel et leur développement pour la suite de leur vie. Et selon la commission du Lancet sur les droits et la santé sexuelle et reproductive de 2018, environ 30% des femmes et des filles auraient subi encore
des violences basées sur le genre au cours de leur vie. Alors, un constat flagrant demeure. Encore, certains groupes subissent des inéquités sociales de santé sexuelle et reproductive et sont exclus des politiques et des programmes dominant santé sexuelle et reproductive, soit les jeunes et les adolescents, ceux qui vivent en région rurale ou dans les bidonvilles, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. D'autre part, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ou le GIEC, les changements climatiques sont le résultat du réchauffement planétaire causé par les activités humaines, notamment la surexploitation des énergies fossiles, et concernent autant le vent, les précipitations, la longueur des saisons, mais aussi la température. Alors, le réchauffement climatique provoque des perturbations dangereuses sur la santé des humains, des animaux et de l'environnement. Dans le monde, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans les zones de forte vulnérabilité au changement climatique. Les impacts sont nombreux sur la santé physique, par exemple les maladies à transmission vectorielle ou la morbidité et la mortalité liées à la chaleur, mais aussi sur la santé mentale et la nutrition, que ce soit des humains ou des animaux. Alors, la considération immédiate des déterminants structurels de santé comme le leadership, la gouvernance ou même la reddition des comptes pour la mise en place d'actions climatiques devient très urgente. Ici encore, les personnes en situation de vulnérabilité sont touchées de façon disproportionnée, notamment les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, celles qui travaillent dehors ou qui vivent en périphérie des grands centres urbains. Selon Stein et Stein, en 2022, les personnes en situation de handicap sont davantage affectées par les températures extrêmes, les inondations, les feux de forêt et les ouragans, parce qu'elles font face à des barrières multiples additionnelles pour avoir accès aux services ou à être évacuées lors des déplacements climatiques. Kosanik et collègues, en 2022, arguent qu'il existe un manque de connaissances sévères quant aux impacts spécifiques des changements climatiques sur les personnes en situation de handicap, étant dans l'angle mort de la recherche et des interventions en matière de changement climatique qui sont basées, soi-disant, bien sûr, sur les données probantes. Et donc, une considération axée sur les enjeux d'équité et les déterminants structurels de santé devient capitale. Ce sont les fils rouges qui connectent et soudent la santé sexuelle et reproductive et les enjeux de changement climatique et recentrent en recentrant le handicap et les perspectives des personnes en situation de handicap dans la recherche en santé publique mondiale, tentant de renverser cette tendance des injustices épistémiques et climatiques. Bien sûr que les déterminants socioproximaux et intermédiaires de la santé, incluant l'accès au système de santé, sont importants, certes, mais à la lumière de ce qu'on vient de voir, les déterminants structurels de santé qui concernent la gouvernance, le leadership, l'imputabilité, les politiques macroéconomiques et publiques, ainsi que les structures sociétales comme le capacitisme ou tout autre type de discrimination sociale comme le sexisme, patriarcat, le racisme, colonialisme, etc., revêtent une importance renouvelée pour changer la donne à la source des problèmes et tendre vers l'équité en santé pour tout le monde, sans laisser personne derrière. Alors, dans une perspective socio-écologique, nous avons remis au centre de ce modèle nos préoccupations concernant les personnes en situation de handicap et d'autres groupes en situation de marginalisation et de vulnérabilité, et en cherchant activement leurs perspectives et leurs expériences vécues, et ce, en interrelation avec les droits à la santé sexuelle et reproductive et l'enjeu que j'appellerais existentiel, planétaire, qui est omniprésent, que sont les changements climatiques. Alors, ces différents éléments dans l'écosystème des populations en santé en situation de handicap et autres groupes en situation de vulnérabilité sont traversés par l'analyse
des déterminants structurels de la santé qui impactent sur la santé de ces groupes de population et par l'analyse systématique des enjeux d'équité à travers l'approche intersectionnelle et je parlerai aussi plus tard peut-être de l'intersectorialité. Alors, les lunettes intersectionnelles interrogent itérativement les relations entre les identités sociales concomitantes des personnes, les différentes sources de savoir et de connaissances, les structures et les dynamiques de pouvoir, les contextes en termes de temps et d'espace, les différents types d'analyse au niveau macro, méso et micro, la réflexivité tant des chercheurs que des acteurs de recherche et les principes d'équité et de justice sociale. Par exemple, en collaboration avec Gulu Disabled Persons Union en Ouganda et l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au Québec, nous sommes en train d'explorer l'accès aux services de santé, incluant la santé sexuelle et reproductive, des personnes en situation de handicap et de leurs animaux dans un contexte de changement climatique. Nous utilisons ici les approches intersectionnelles et d'une seule santé pour guider nos réflexions et nos analyses. Ce projet est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada ou les IRSC. Un projet de balado qu'on vient de terminer d'enregistrer à Montréal visait à sensibiliser le public et les décideurs sur les impacts des déplacements climatiques sur la santé mentale et physique des personnes en situation de handicap et les personnes immigrantes. Nous avons échangé avec 5 personnes, dont 2 qui sont prestataires de services humanitaires impliqués dans la réponse aux désastres, dont les événements climatiques. Les récits partagés sont très fascinants et empreints d'honnêteté. Ce balado est financé par le RRSPQ et sera très bientôt accessible sur le site de Clémigrant. Le mois dernier, j'ai déposé aux IRSC un projet qui vise à co-créer et co-évaluer 2 programmes d'éducation en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive des jeunes vivant dans les bidonvilles de Bangladesh avec ma co-doctorante Geneviève Fortin et les jeunes en situation de handicap en Ouganda. On espère, on se croise les doigts que ce projet sera financé. S'inscrivant dans notre modèle théorique de recherche, un dernier projet que je suis en train de co-développer avec des partenaires, de chercheurs et d'organisations à base communautaire de femmes luttant contre les violences basées sur le genre au Burkina Faso, au Mali et au Rwanda, a pour objectif général de contribuer à la co-création d'un environnement équitable et transformateur, exempt de violences basées sur le genre pour les femmes et les filles avec les identités intersectionnelles et leur communauté. On déposera bientôt ce projet multipays au Centre de recherche et de développement international. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et avec plaisir maintenant d'échanger d'abord avec Rioa et ensuite avec vous tous et toutes. Merci infiniment, chère Muriel, pour cette présentation qui était vraiment très impressionnante. Alors, Muriel est non seulement une professionnelle de la santé en tant qu'infirmière, mais en plus, elle est une chercheuse qui fait du terrain et qui a développé un cadre théorique extrêmement impressionnant. Alors, c'est rare qu'on puisse combiner toutes ces expertises en une seule personne. Et donc, nous avons encore, je me répète, nous avons énormément de chance à l'Université de Montréal de pouvoir compter sur une nouvelle collègue comme Muriel. Et donc, moi, j'ai été vraiment captivée par la présentation de Muriel, notamment aussi parce qu'il y a des recoupements avec mes propres recherches, mais moi, je me positionne vraiment dans une situation de grande humilité face aux professionnels de la santé que j'ai la chance de côtoyer. Parce que je suis philosophe. Donc, je suis philosophe politique et comme je disais, je suis co-directrice du Centre de recherche en éthique et j'enseigne donc le cours d'éthique médicale aux étudiants de l'année préclinique à la faculté de médecine.
et pour toutes sortes de raisons, donc mes intérêts dans le domaine de l'éthique des relations internationales et dans le domaine des inégalités de santé se sont jointes, notamment pendant mon séjour de recherche au Harvard School of Public Health où j'essayais de combiner les 2. Et tout ça pour dire que, j'ai travaillé ces dernières années pour développer un cadre conceptuel, que j'ai intitulé «Les vulnérabilités structurelles de santé», donc Structural Health Vulnerability, en collaboration en fait avec un collègue, Muriel connaît sans doute très bien, qui est Matthew Hunt, donc à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie à l'université McGill et qui est également le directeur de l'axe éthique du RRSPQ. Et donc, Matthew est lui-même un parcours similaire à celui de Muriel, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout un professionnel de la santé en tant que physiothérapeute. Il a fait du terrain, notamment des terrains humanitaires dans des contextes de crise. Et par la suite, un peu comme Muriel, il décide de revenir aux études pour faire une thèse de doctorat sur les enjeux éthiques rencontrés par les acteurs dans l'humanitaire. C'est ce qui l'a amené à devenir professeur donc, à l'université McGill. Et Matthew est celui qui m'a initié justement aux recherches interdisciplinaires et aux recherches sur le terrain et notamment les recherches qualitatives. Et c'était dans le contexte comment dire, d'une étude de cas, très modeste, mais qui pour moi était vraiment, tout à fait, significative parce elle se déroulait à Port-au-Prince. Donc, en 2013, 3 années après le séisme qui a secoué Haïti, malheureusement et tragiquement, nous avons eu l'occasion donc de rencontrer des acteurs, locaux et internationaux qui sont intervenus dans la réponse, au moment donc du séisme. Et donc 3 années plus tard, ça leur donnait la chance, je pense, d'avoir un regard un peu plus distancé, un peu plus critique et introspectif sur les enjeux éthiques qu'ils avaient rencontrés. Et donc, c'est dans le contexte de cette étude de cas que nous avions développé, donc dans un premier temps, Mathieu et moi, le cadre des vulnérabilités structurelles de santé, où on s'intéressait en particulier sur le concept d'injustice structurelle, sur lequel on pourra revenir ou non. Mais toujours est-il que par la suite, j'ai ajouté, et là, je signale que, évidemment, Mathieu et moi sommes restés très bons amis et tout, mais je me tiens, je suis entièrement responsable de toutes les, comment dire, de toutes les erreurs ou de tous les propos controversés ou non que je peux avoir tenus au sujet de... Ah, et Mathieu Hunt est dans le public, je le vois, alors je le salue. Mathieu Hunt est là. Et je voulais juste dire que, donc, alors, encore une fois, nous sommes toujours restés amis, mais donc j'ai rajouté, et je me sens responsable de cet ajout. Je ne voudrais pas, comment dire, imputer Mathieu avec toutes les erreurs de raisonnement que j'aurais peut-être pu faire, mais j'ai donc ajouté injustice épistémique à injustice structurelle, donc pour compléter le cadre conceptuel des vulnérabilités structurelles de santé. Et donc, ça rejoint beaucoup, encore une fois, le travail que Muriel fait. Mais je l'ai encore une fois, donc c'est plus théorique. Là, c'était plus pour des développements conceptuels pour voir jusqu'à quel point ce cadre conceptuel pourrait nous amener. Et donc, il y a eu un bon nombre de publications qui ont été donc co-signées avec Matthew et avec l'équipe qui nous avait accompagnés. Ensuite, pour l'espèce de deuxième volet du cadre conceptuel des vulnérabilités structurelles de la santé, il y a des publications plus récentes 2021 ou donc plus récemment 2023-2024, un ouvrage à Oxford University Press, libre accès, donc What is Structural Injustice, dans lequel j'ai écrit un chapitre qui présente un peu justement ces développements théoriques. Et je voulais simplement dire que en ce qui nous concerne, hem, donc là, en partie avec les travaux que j'ai entamés avec Matthew, l'idée c'était de, comment dire? En fait, tout cela émergeait d'un groupe de recherche, le Montreal Health, Equity Research Consortium, IRSC, et cetera. Et puis l'idée, c'était de tester la pertinence théorique et pratique des déterminants sociaux de la santé, mais dans des contextes de crise humanitaire à l'échelle internationale. Et donc, je pense que ça nous a amené aussi, avec ce cadre conceptuel, à élargir les déterminants sociaux de la santé pour, d'une certaine façon, dénaturaliser les catastrophes naturelles qui pointent en direction des déterminants historiques
socio-économiques et politiques qui nous laissent prévoir tout de même l'impact en santé que peut avoir une catastrophe naturelle, que ce soit un séisme ou que ce soit une pandémie. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est un peu vraiment dans le même esprit des travaux de Muriel, qu'on a essayé de développer ça. Je voulais simplement dire que, je trouve tout de même que les travaux de Muriel sont vraiment, vraiment riches, parce que, non seulement on a vu à travers la trajectoire de Muriel qu'elle est vraiment mue par une intégrité là, le moment où elle nous raconte comment elle a démissionné d'un organisme international, assez important pour elle-même avancer dans ses propres recherches et dans ses propres interrogations. Ça dit beaucoup, donc de l'intégrité de cette personne. Mais je trouve aussi que c'est très intéressant la façon qu'elle amène le vocabulaire des déterminants structurels de la santé parce que et là encore une fois, c'est moi-même qui parle en mon nom et je ne sais pas si Mathieu partage, les mêmes réserves, mais en fait, quand on parle de vulnérabilité structurelle de santé, même si on a beaucoup insisté justement sur le fait que le concept de vulnérabilité il est déterminé par des contextes structurels. C'est pas il en demeure pas moins que dans les débats contemporains, parfois le concept de vulnérabilité est essentialisé, voyez-vous? On peut penser que les personnes handicapées en soi et pour soi sont des êtres vulnérables, alors qu'en fait, c'est des contextes structurels. Alors c'est la raison pour laquelle donc quand on parle de vulnérabilité, il faut faire hyper attention pour ne pas que ça suscite des réactions paternalistes, voyez-vous? En termes de politique publique ou même de la part des acteurs en santé ou des chercheurs qui vont donc se mettre en posture, en aplomb, voyez-vous, parce que, soi-disant, ces populations sont vulnérables. Alors nous, on se met dans une situation de bienfaisance, de bienveillance, et cetera. Mais là, on est dans une situation asymétrique de relations inégales. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le concept de vulnérabilité. On en est très conscient. Nous, on n'a jamais eu la prétention de par justement, on a essayé de désessentialiser le concept de vulnérabilité en parlant de vulnérabilité structurelle de santé. Mais j'aime beaucoup comment Muriel amène le concept de déterminant structurel de santé. Je trouve que, jusqu'à un certain point, ça évacue complètement ce problème et voilà, ça explique tout. Alors, je voulais la féliciter là-dessus. Je voulais aussi dire que je pense que c'est extrêmement important le point focal qu'elle met sur le capacitisme parce que justement, les Critical Disability Studies nous amènent à voir à quel point justement ce qu'on entend par santé, par handicap, c'est le plus souvent déterminé en fait par des contextes sociaux. Culturels. Et donc, c'est vraiment important de mettre l'accent sur les préjudices sociaux que subissent les personnes en situation de vulnérabilité, en situation de handicap, en raison de ces préjudices sociaux. Et là, je voulais simplement peut-être relater l'expérience et le récit extraordinaire de Nujin Mustafa. Et c'est justement Mathieu qui m'avait parlé de Nujin Mustafa. C'est son récit qui avait capté l'attention du monde entier. Donc, elle est une réfugiée syrienne. Et donc, elle avait parcouru 3500 kilomètres de la Syrie jusqu'en Allemagne à l'aide de sa sœur, elle-même étant atteinte de cerebral palsy, de paralysie cérébrale, et elle a parcouru donc une trajectoire de 3500 kilomètres en chaise roulante. Et il faut aussi souligner ce que les chiffres de Muriel soulignent également. En tout cas, pour ce qui est des réfugiés syriens, le tiers de la population était en situation de handicap. C'est pour vous dire à quel point c'est un angle mort qui nous échappe et c'est un angle mort qui est pourtant criant. En tout cas, donc je voulais aussi, je trouve ça extraordinaire la façon qu'elle parle justement du capacitisme et dans une vision prospective, mais qui se déploie présentement sous nos yeux, les changements climatiques, qui vont créer des réfugiés climatiques et qui vont donc évidemment exacerber les difficultés, les préjudices sociaux qui pèsent sur les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Et tout cela dans une perspective intersectionnelle que je trouve absolument riche et féconde dans le cadre de son travail. Et ma question donc, simplement parce que je suis membre du comité scientifique de Une seule santé, à l'Université de Montréal. J'ai été très intriguée par les travaux de Muriel et par la conclusion. Et je me promets d'en parler justement à tous les collègues du comité scientifique de Une seule santé. Et je me demandais justement, alors si Muriel pouvait peut-être
nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'elle entend par une seule santé. Et justement, je pense qu'elle pointe en direction du travail intersectoriel que, que nous permet peut-être le cadre théorique d'une seule santé. Alors voilà, donc ma question était à ce sujet-là pour commencer, et ensuite on aura une période d'échange avec le public. Et d'ailleurs, Mathurin, puisque j'ai tellement parlé de toi, si tu veux ajouter un mot, tu n'es plus que bienvenue. Alors voilà, Muriel, la parole est à toi. Merci, merci beaucoup, Rioa, et je salue au passage Mathieu Hunt, qui a été mon jury externe dans l'évaluation de ma thèse. Alors, allô, Mathieu. Avant de répondre à cette très bonne question, Rioa, je voudrais revenir sur les déterminants structurels de santé et peut-être le choix aussi des mots que j'utilise. Effectivement, quand je parle de personnes en situation de handicap ou groupe de population en situation de vulnérabilité, ce n'est pas le fait qu'une personne est handicapée, femme, autochtone, de telle origine ethnoculturelle qu'elle devient justement vulnérable ou marginalisée, mais c'est en relation avec l'existence de toutes ces structures de pouvoir dont on a parlé et d'oppression qui existent. Et au final, si ces structures de pouvoir n'étaient pas là, n'existaient pas, il n'y aurait pas de personnes en situation de. Donc voilà, et puis peut-être un biais disciplinaire. Pourquoi j'utilise aussi déterminants structurels de la santé? Je viens du monde de la santé publique mondiale. Et donc, dans cette perspective, on sait que les déterminants, qu'ils soient sociaux, donc beaucoup plus proximaux, ou structurels, qui sont beaucoup plus en amont des individus et des groupes d'individus, façonnent et structurent de façon importante la vie des gens, mais en aval et parfois de façon longitudinale et même de façon intergénérationnelle. Donc, c'est ce biais-là disciplinaire, la raison pour laquelle j'utilise, mais j'apprécie beaucoup ta réflexion par rapport à déterminants structurels et vulnérabilité structurelle qui ont bien sûr un lien au niveau de ce continuum. Donc, par rapport à ta question, c'est une grande question au niveau de l'approche Une seule santé. En fait, je suis tombée là-dedans et je dois donner le crédit à ma mentor de recherche, Hélène Carabin, qui est ma mentor de recherche au CRESP, qui est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'épidémiologie Une seule santé. Et en fait, on le voit avec tous les problèmes les problèmes de santé publique qui sont en train d'émerger, mais certains qui sont très anciens et qu'on le voit même depuis la COVID. Cet esprit, cette approche d'une seule santé devient de plus en plus marqué. Et en fait, quand on parle de l'approche une seule santé, c'est vraiment d'avoir ce souci dans l'interface entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et quand on parle de la santé environnementale, c'est la santé des plantes, des arbres, des fleurs, du sol, de l'eau, de l'air, etc. Et donc, ce que je vois un peu au niveau de l'approche Une seule santé qui est éminemment et profondément intersectorielle et interdisciplinaire, parce que pour arriver à bien comprendre et à saisir les enjeux à l'interface de ces trois grandes familles, disons, je vais le dire comme ça, d'espèces, hein, espèces humaines, animales et tout ce qui a trait à l'environnement, on a besoin de travailler ensemble en interdisciplinarité et en intersectorialité, que ce soit au niveau de la santé, de l'agriculture, médecine vétérinaire, le secteur euh, privé pharmacologique, on peut penser, ou même tous les enjeux ou le secteur macroéconomique qui peuvent avoir des répercussions très fortes. Et donc,
comment je vois un peu aussi le lien entre le modèle plus classique qu'on comprend au niveau du modèle socio-écologique. Ben là, on le voit vraiment éclaté dans trois grands pans, parce que là, c'est pas juste la santé, la santé des humains, mais aussi la santé justement des différentes espèces animales et au niveau de l'environnement. Et donc, il s'avère que on est forcé quand on adopte une approche, une seule santé, de travailler à différents niveaux, que ce soit au niveau communautaire, au niveau régional, national, mais aussi de façon globale. La FAO avec l'OMS et puis l'Agence onusienne sur la santé des animaux ont travaillé aussi sur des cadres, une seule santé, où certes, des guides très importants ont été élaborés pour justement mettre en relation, euh, en relation très complexe, je dirais, pas toujours facile, parce que ça demande aussi un langage, un esprit et une réflexion interdisciplinaire euh, qui n'est pas donné à tout le monde. Et je dirais, c'est comme apprendre une autre langue, n'est-ce pas? C'est d'apprendre l'étiquette de base, de compréhension, mais ensuite, rapidement, ça va aller au niveau de terminologie, méthodologie et après au niveau des analyses qui peuvent être multi-niveaux, multi-interdisciplinaires et intersectorielles. Et donc, si on n'a pas le même langage, langage et objectif, ça devient compliqué. Et là, dans l'approche une seule santé, il y a aussi une considération, une attention particulière sur l'équité interespèce. Hein, donc, que l'humain, que le centrage anthropologique ne devienne pas le centre de l'approche une seule santé, mais de recentrer justement les deux autres grandes familles au niveau de la santé animale et environnementale. Et là encore, il y aurait peut-être un risque, un peu comme dans la santé des humains, d'occulter, d'oublier euh, la santé humaine et la santé de certains animaux ou même de certains éléments de l'environnement parce qu'ils sont moins dominants. Alors, je donne un exemple avec Hélène Carabin. On s'intéresse, par exemple, aux relations entre les zoonoses dans un contexte de changement climatique, mais au sein des femmes éleveuses de petits bétail, parce que dans les grands guidelines au niveau de la santé, selon l'approche une seule santé, beaucoup de zoonoses concernent par exemple les grands animaux, le grand bétail, par exemple les vaches, qui sont souvent élevées par des hommes. Et donc, par conséquent, il y a cet aspect de mettre en deuxième lecture ou en deuxième analyse les animaux que les femmes élèvent, que ce soit dans des régions beaucoup plus éloignées. Et donc là aussi, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention en tant que praticien et chercheur de ne pas tomber dans le même piège d'oublier cette considération d'équité, que ce soit au niveau des humains, mais aussi au niveau de la santé animale et puis par rapport à la santé de l'environnement, des plantes, les petites abeilles pollinisatrices, les fleurs, le sol, etc. Donc, je dirais que à ce niveau-là, il faudrait quand même faire attention. Et puis, l'attrait peut-être intellectuel, mais aussi de façon très pragmatique de ma part, de combiner deux approches, de l'approche une seule santé avec l'approche critique intersectionnelle, c'est de pouvoir regarder de façon critique, mais de pouvoir analyser les différents angles d'un seul objet. Mais maintenant, on voit que l'objet n'est pas
monolithique. L'objet, il est éclaté, et comme on le voit avec la santé sexuelle et reproductive, éclaté, imbriqué avec les changements climatiques, avec les iniquités socio-économiques qui sont toujours derrière. Donc, c'est jamais décontextualisé. On le sait maintenant, on vit une période économique difficile un peu partout dans le monde à la suite de la pandémie de la COVID-19. Alors, brièvement, c'est peut-être comme ça que je répondrai à ta question. Je ne sais pas si j'ai C'est tout. une réponse extrêmement riche et qui me fait voir là vraiment avec des exemples judicieux comment l'approche intersectionnelle doit aussi traverser donc les approches intersectorielles d'une seule santé. C'est vraiment, vraiment très riche. Mathieu, je ne sais pas si tu voudrais prendre la parole, aucune pression, mais si jamais tu souhaites euh, intervenir, tu pourrais le faire tout de suite. Je trouve ça énormément intéressant. Merci beaucoup, Muriel, et aussi Rioa pour l'échange. Euh, J'avais juste peut-être une question que je poserais. Je sais, Muriel, dans tes travaux, tu travailles beaucoup en collaboration, beaucoup en partenariat avec tes recherches à Ouganda et ailleurs aussi. Pourrais-tu nous parler un peu de ces éléments-là, de la façon que tu le fais, peut-être dans l'évolution aussi de tes travaux? Euh, je pensais même à ce descriptif de un seul santé et les difficultés des fois de communiquer c'est quoi. Et donc, tu fais beaucoup de travail très grassroots avec différentes communautés. Et donc, comment est-ce que tu amènes du travail en participatif pour amener tout le monde ensemble pour poursuivre ce type de recherche? Merci Mathieu, c'est une grosse question et personne ne me l'a posée avant, donc je réponds en réfléchissant maintenant live. Donc par rapport au partenariat, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de recette magique, ça prend du temps. Et même avant de développer, par exemple, ce petit projet pilote sur l'accès aux services de santé, incluant la santé sexuelle et reproductive dans un contexte de changement climatique en Ouganda et ici au Québec, ce partenariat-là, il est né de quelques années de travaux auparavant lorsque je menais mon étude doctorale en Ouganda. Et en fait, de fil en aiguille, même avant de forger ce partenariat, par exemple, avec l'Organisation de personnes en situation de handicap en Ouganda depuis 2018, même avant de les connaître davantage, j'ai passé quand même plus d'un mois juste aller parler aux gens, aller au marché, discuter des différentes étiquettes. Et je pense que ça, c'est très important, l'étiquette culturelle, mais aussi au niveau des approches par rapport à la recherche, donc de savoir qui fait quoi, de m'imprégner du contexte local, des us et coutumes aussi, on le sait, ce sont des déterminants structurels très importants qui vont façonner euh, bien sûr les comportements des gens en aval, mais la manière dont sont formulés les processus de gouvernance ou en tout cas les politiques de santé publique. Et donc, pour ce partenariat, ça a pris quand même un peu de temps depuis 2018 de se connaître, d'aller dans les villages, de parler aux différentes personnes. Et quand je dis parler, bon, c'était avec l'entremise d'assistants de recherche que j'avais aussi euh, formés, qui sont devenus des amis maintenant, que j'avais formés à la recherche qualitative et aux enjeux éthiques, de travailler avec des personnes, des hommes, des femmes, avec différents types d'handicap. Et donc, c'est ce genre de processus. Et après, avec l'organisation au Québec, l'INEI, PSH, et c'est de la même, c'est dans la même ordre d'idée, c'est que j'ai connu la directrice Selma Kouidri en 2018. J'ai appris à voir ce que l'organisation faisait, un excellent travail à base communautaire. Et de fil en aiguille, je me suis impliquée aussi sur leur
conseil d'administration. Et quand c'était le temps de monter un projet qui soit aussi en cohérence avec leur plan stratégique organisationnel, je suis pas arrivée comme un cheveu dans la soupe. Ils avaient déjà aussi des préoccupations sur l'accès aux services de santé, sur les impacts des changements climatiques. En tout cas, c'était en vision dans leur stratégie, planification stratégique. Et donc, c'est un exemple que je pourrais te donner comme ça, Mathieu, mais ça a pris du temps. Et même maintenant, par exemple, avec notre projet en santé sexuelle reproductive au Burkina, au Mali, au Rwanda, c'est à peu près pareil. C'est des partenariats ou en tout cas, parfois, c'est pas encore partenariat, mais c'est des connaissances, des relations qui ont été tissées. Et puis, quand on voit que les opportunités, mais seulement que le temps aussi soit bon pour qu'on puisse travailler ensemble, là seulement, euh, les choses deviennent, euh, disons, plus concrètes par rapport à- au bâtissement, je dirais, ou à la création d'un partenariat qui soit pas juste instrumental parce qu'il y a eu une demande de subvention, par exemple. Merci encore, Muriel, pour cette réponse très riche. Et merci, Mathieu, pour la question tout à fait pertinente. Je voulais simplement signaler que Louise Ringuette, dans le chat, rajoute aussi que Muriel est une personne exceptionnelle qui vous amène vers le meilleur de vous-même et qui vous donne envie de travailler avec elle, et elle a bien raison. Et Muriel, je ne voudrais pas prendre la parole, il reste seulement quelques minutes, mais personne ne semble lever la main. Ah oui, parfait. Alors Hassan Alami, Patricia va débloquer votre micro, je crois, et vous allez pouvoir poser votre question. Allez-y. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cet échange hyper riche. Félicitations aussi à Muriel, donc je rejoins tous les commentaires hyper positifs et on a aussi une chance de la côtoyer dans la vie professionnelle. Et j'ai une petite question un petit peu sur la question du partenariat, surtout avec le One Health. Je trouve un concept hyper formidable, mais j'y apporte quand même quelques réserves à chaque fois parce que j'ai l'impression que, si tu veux, c'est à peu près les nouveaux concepts qu'on a amenés et qu'on a un petit peu structurés, conceptualisés un peu dans nos universités du Nord. Et j'ai le malheur ou la chance, je ne sais pas, d'être un peu aussi issu d'une petite communauté du Sud. Et en fait, ces réflexions-là, ben, elles ont toujours fait partie des discussions de la philosophie de nos communautés. Je suis issu d'une communauté nomade et le One Health était structurel. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de nos façons de. C'est pas pour rien que les vieux disent ben, la terre est malade parce que la vache est malade, parce que la terre ne donne pas de grains. Et là, en fait, aujourd'hui, on arrive avec ce concept-là, on leur dit attends, on va vous montrer comment ça marche. Et ce qui pose un gros problème dans le sens où ben, on est toujours un peu, je pense qu'on concentre beaucoup le débat sur dans le One Health ou d'autres perspectives un peu d'équité, ou à la limite qui mobilisent le concept d'équité sur la justice épistémique. Mm. Mais il y a le problème de toute la question de la justice ontologique. C'est que le One Health n'a acquis la légitimité que dès le moment où l'a conceptualisé du Nord. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'elle a existé dès le moment où nous, on a décidé qu'elle existe. Alors que ontologiquement, c'est une réalité dans ces communautés-là. Donc, pour moi, on a envie d'aller vers davantage d'équité, mais malheureusement, on reproduit aussi des schémas de domination aussi, parce que les personnes qui sont interpellées, concernées par ces enjeux-là, historiquement, ben, elles sont encore aujourd'hui dans ce débat-là, ben, elles n'ont pas d'espace. En fait, elles n'ont pas comment dire, de place de l'espace narratif aujourd'hui sur le One Health. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, Muriel, parce qu'on va te Oui, donner allez-y. la fin. Alors, merci infiniment, Hassan Alami. C'est tellement une question importante. Et puis, vous savez, quand on est des chercheurs dans une société, ça ne veut pas dire qu'on souscrit à ça aveuglément. Je pense que nous sommes à un moment très important où toutes les interrogations critiques doivent absolument être entendues, écoutées, pour qu'on puisse justement ne pas commettre des erreurs
épouvantable que nous avons eu à maintes fois l'occasion de répéter dans l'histoire de la santé mondiale, qui, comme on sait tous, est également construit sur des rapports de pouvoir. Et je voulais juste dire à Muriel, moi j'ai beaucoup aimé la distinction que Hassan Alami a amenée entre injustice épistémique et injustice ontologique. C'est très éclairant aussi. Mais je voudrais juste citer donc un papier que nos jeunes collègues, donc Himani Bakouni et Seyam Bibola étant rédacteur en chef de BMJ Global, ils ont écrit dans The Lancet un article absolument saisissant où ils parlent des injustices épistémiques. Bon, on ne fait pas la distinction avec injustice ontologique, mais c'est vraiment l'arrière-plan de leurs propos, comme Hassan le relevait. Et donc, eux, ils disent, eux, provenant justement de sociétés du Global Sud, entre guillemets, et ils disent qu'il faut faire très attention en santé mondiale, dans le monde académique aussi, y compris dans The Lancet, y compris dans le BMJ, y compris à l'Université de Montréal, de ne pas reproduire justement ces mêmes relations asymétriques d'injustice épistémique dans le monde des chercheurs, alors que justement, dans le monde de la connaissance, les chercheurs, par exemple, du Global Sud, et le témoignage de ces sociétés qui ont, enfin, le plus souvent sont discréditées, invisibilisées, jusqu'à temps que ça soit coopté par les chercheurs du Nord. Et Muriel, je me demandais comment tu fais pour, à la fois pour Oui, répondre à la question d'Hassan oui, et pour naviguer dans ces écueils. je suis tout à fait d'accord avec toi, Hassan, et c'était aussi le sujet de mon propos quand Rioa m'avait posé la question, quand j'ai parlé de pièges en santé mondiale et aussi en santé publique mondiale, c'est de reproduire ce genre d'inéquité, que ce soit ontologique ou épistémique. Bon, j'avais parlé de la justice épistémologique, mais de recréer, ou en tout cas de perpétuer ce genre d'asymétrie de pouvoir. Et puis, tout à fait, les communautés autochtones dans plusieurs régions du monde avaient déjà cette perspective de l'approche une seule santé, qu'il n'y avait pas de distinction entre leur santé humaine et la santé des animaux et puis de l'environnement. C'est pour ça que c'est one. One health, one people, un groupe qui partage tout ça de façon indivisible. Et puis, ça rejoint aussi, et puis je terminerai là-dessus par rapport à l'intersectionnalité. Ça a pris de l'essor parce que les chercheurs et les universitaires se sont investis dans cette approche, mais elle est pas nouvelle. Elle existe déjà du temps du mouvement anti-esclavagiste. Je prends l'exemple de Sigourney Truth qui disait ne suis-je pas une femme, elle est noire, esclave et femme. Et donc, ça remonte déjà à très loin, cette idée que il faut faire attention aux différentes structures de pouvoir, les identités intersectionnelles, les types de savoir, mais encore une fois, là aussi, ce type de cadre, et je te le concède, c'est très à la mode maintenant. Puis bon, il y a d'autres thématiques aussi qui deviennent très à la mode. On pourra en parler une autre fois, par exemple l'intelligence artificielle, qui sont en train de happer aussi notre espace de discussion, mais encore une fois, de faire attention, d'avoir cette considération de façon systématique si on se dit qu'on est quand même sérieux sur les enjeux d'équité et de justice sociale. En tout cas, sur ces derniers mots, Muriel, on t'applaudit et on te remercie. Donc, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé et d'avoir partagé tes recherches qui sont fascinantes et tellement importantes. Merci à tout le monde, nombreux, qui sont venus nous rejoindre. Et merci à Patricia pour toute la logistique. Et sur ce, on vous souhaite un très bel après-midi et à la prochaine. Merci. Merci, merci. Au revoir à tout le monde.